bonjour à toutes et à tous. Alors moi, je vais essayer de lancer un petit peu les débats. J'espère que je ne serai pas trop longue, parce qu'on est nombreuses et nombreux, donc je vais essayer de faire le plus court possible. Alors, le débat sur l'accès aux soins des plus démunis est ouvert depuis près de 25 ans. Et il a fait l'objet, fin 2012, d'un groupe spécifique dans le cadre de la Conférence nationale contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale. Aujourd'hui, il paraît pertinent, me semble-t-il en tous les cas, pour lancer les travaux de cette table ronde et ouvrir le débat avec vous, de reprendre quelques éléments qui ont été introduits par ce groupe-là. Tout d'abord, il est important de rappeler les actes forts qui ont initié la réflexion en matière d'accès aux soins. Le premier acte fort est maintenant un petit peu ancien, il date de 1987. C'était le rapport sur la grande pauvreté et précarité économique et sociale de Joseph Wresinski. Joseph Wresinski, donc, qui est le fondateur d'ATD Quart Monde. Il a été présenté au Conseil économique et social et ce rapport-là préfigurait la loi de 98 de lutte contre les exclusions. Ce rapport, à l'époque, 87, soulignait deux obstacles principaux. Les obstacles financiers, auxquels se heurtaient les plus pauvres pour accéder aux soins, et les insuffisances de l'aide médicale, les limites de la médecine scolaire entraînant une méfiance des plus pauvres face à la santé. Face à cela, M. Wresinski insistait sur le développement d'initiatives susceptibles de lever ces freins, et plus particulièrement sur la nécessité de travailler de façon partenariale, on dirait aujourd'hui en réseau, et de faciliter les initiatives locales. Donc, premier acte, 87, ce rapport. 88, loi sur le RMI. Première pierre aussi par rapport à l'accès aux soins. Puis 1998, la loi de la lutte contre la pauvreté et les exclusions qui instaure la CMU et la PASS. Parallèlement, on assiste au développement des axes de santé dans les programmes départementaux d'insertion et la création des PRAPS. Donc, une première étape, 87, je le rappelle, deux lois fondamentales, 88, 98. Aujourd'hui, 2013, on en est où par rapport à l'accès des soins les plus démunis? Donc on a un cadre initié qui existe, une répartition des compétences entre l'État et les collectivités locales, posée par des lois, posée par des textes. Alors très rapidement, parce que je pense que vous avez dû peut-être aborder ces questions-là, l'État qui lui détermine et anime les politiques de santé publique, les collectivités locales qui contribuent à leur mise en œuvre. La région, qui peut participer au financement à la réalisation d'équipements sanitaires. Les intercommunalités, qui peuvent impulser des réflexions stratégiques sur l'offre de santé, les démarches de prévention. Et les communes, qui aussi ont la possibilité de mener à bien des actions de prévention et d'éducation à la santé. Le Conseil général, lui, a des compétences spécifiques, avec notamment la protection maternelle et infantile, qui est la première étape par rapport à l'accès des soins aux plus démunis, mais également un large champ d'intervention, puisque c'est aussi son cœur de métier, en matière d'accompagnement aux soins et à la prévention à travers ses axes d'intervention, et par rapport au public auprès desquels il intervient, personnes âgées, handicapées, et encore les publics qui sont en insertion. Donc, une répartition des compétences qui, dans les textes, est tout à fait clarifiée et claire. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que ce dispositif est opérationnel? Alors, j'ai repris quelques chiffres issus du baromètre qui annule sur l'accès aux soins des plus démunis cette répartition-là. Donc, c'est des chiffres qui ont été... c'est un focus que Médecins du Monde a fait en octobre 2012. Plus d'un tiers des patients viennent se soigner tardivement par rapport aux soins qu'impose leur pathologie. Plus d'un tiers des patients viennent se soigner tardivement par rapport aux soins qu'impose leur pathologie. C'est des chiffres nationaux. 45% des femmes enceintes ont un retard dans leur suivi de grossesse. 2800 mineurs ont été accueillis dans des centres Médecins du Monde en 2011. Leur nombre a augmenté de 48% depuis 2008. 72% des patients déclarent vivre à la rue ou dans un logement précaire. Une dégradation donc très très inquiétante des conditions de vie qui ont un impact sur la santé des plus démunis. Plus de 98% des personnes reçues vivent sous le seuil de pauvreté. Parallèlement à ça, une désertification médicale dans certains quartiers sensibles et en zones rurales qui accentue cette difficulté d'accès aux soins. Comme dans le nord du Rouennais, par exemple, ou les monts du Forêt, pour ce qui est de notre département.
1 an de délai pour une consultation ophtalmologique ou gynécologique. C'est peu compatible avec les besoins et les modes de vie de certains usagers du système de santé. Une carence dans le département en ce qui concerne les orthophonistes, les psychiatres et les kinés. Ça commence à poindre. Départ et non-remplacement de médecins généralistes dans certains villages, avec des contraintes liées au transport, qui sont renforcées pour les personnes âgées ou en difficulté. Donc face à ce constat, je ne veux pas être non plus dramatique, moi j'ai envie de lancer quelques pistes de travail qui pourraient nous rassembler autour d'une démarche territoriale par rapport à l'accès aux soins, et non plus une démarche insistant sur les répartitions de compétences entre l'État et les collectivités locales. Donc cette vision de territoire, à mon sens, elle est indispensable aujourd'hui pour travailler sur l'accès aux soins et à la santé des plus démunis. Une nécessité de travailler en réseau. Alors j'enfonce un petit peu des portes ouvertes quand je dis de travailler en réseau, parce que de fait, vous le faites. Néanmoins, c'est des choses qui, à mon sens, il faut renforcer. La question est de savoir où sont les bons interlocuteurs. Comment on apprend à se connaître? Comment on apprend à appréhender les difficultés et les limites de chacun? Il est aujourd'hui indispensable d'avoir une volonté d'innover, associée à une capacité de faire du sur-mesure. Alors, ça peut prendre différentes formes. Un accompagnement multifacette, on en parlera, je pense, sur la question de l'accompagnement social. Un travail de détection, un travail de remise en confiance. Mais dans un premier temps, il convient de comprendre les raisons des freins dans l'accès au système de santé, comprendre comment on accompagne ces patients vers le système de santé, et quelles qu'en soient les raisons, renoncement financier, renoncement lié à une méfiance par rapport au système de santé, perception altérée de son état de santé et de ses besoins, inadéquation de l'offre. Nécessité de travailler un accompagnement vers le système de soins qui n'est pas forcément normé. Il ne fait pas l'objet de procédures, mais il doit d'abord passer par une compréhension fine des problématiques, soulevées aussi bien par les usagers que par les professionnels de santé. Nécessité d'écouter et de prendre en compte les difficultés des uns et des autres est une étape indispensable dans la réduction des inégalités. Cette table ronde veut se faire l'écho des personnes qui sont dans l'accompagnement avec des représentants d'associations, travailleurs sociaux et la mission locale. Merci madame. Pour déjà avoir posé le contexte, et puis vous avez amené quelque chose qui n'avait pas encore été évoqué, c'est cette nécessité d'aborder les questions dans une démarche qui met en cause et en présence le territoire, et plus simplement dans une sorte de nécessité d'harmoniser des politiques publiques, qu'elles soient du niveau national, régional ou territorial, à l'échelle des départements. Donc effectivement une approche territoriale géographique qui invite, comme vous l'avez dit, à imaginer des logiques de partenariat, des logiques de réseau, des logiques de maillage. Alors on a la chance ici d'avoir un certain nombre de structures qui représentent les éléments potentiels d'un maillage, d'un réseau. Je vais vous demander, mesdames et messieurs, d'être la frustration faisant partie des prémices du désir. Donc je vais évoquer chez vous et veiller chez vous le désir, puisque je vais vous frustrer en vous demandant d'être relativement synthétique, court. Voilà, donc je sais très bien que vous avez préparé chacun d'entre vous un topo qui pourrait durer 3/4 d'heure, 1 heure, mais voilà, que j'ai pas fait de réservation d'hôtel pour cette nuit, donc on va essayer d'être simple et court. Alors, c'est une rencontre qui est plutôt départementale, mais j'ai souhaité avoir quelqu'un qui soit hors département parce que cette structure représente, à mes yeux, une ressource essentielle, prenant en compte une spécificité qui n'est pas aussi abordée que ça, qui est celle effectivement de la précarité, bien sûr, celle du vieillissement également, et celle de l'interculturalité et de la prise en compte du vieillissement d'une partie de la population chez nous qui n'a pas forcément trouvé sa place dans le dispositif de droit commun. Et je vais tout de suite donner la parole aux représentantes du patio des aînés. Mounira Abchir, je te laisse le micro. Oui, bonjour à tout le monde. Je suis donc la directrice du patio des aînés. Le patio des aînés est un café social qui se trouve à la Guillotière au sein du quartier arabe de Lyon 7e.
Nous avons ouvert notre structure en 2010 et depuis notre ouverture, aujourd'hui, on est à 200 adhérents. Moi, mon café social, je l'appellerai plutôt pour les retraités d'ailleurs et d'ici, puisque j'ai une population de 70% du Maghreb, mais aussi j'ai 30% de Gaulois qui viennent ici, qui viennent tous les jours pour rompre l'isolement, pour rencontrer d'autres personnes et aussi pour se faire accompagner aussi à l'accès aux droits, l'accès à la santé, l'aide au logement et puis tout ce qui est rompre l'isolement et tout ce qui est culturel, bien sûr. Notre structure n'a pas été ouverte pour remplacer le droit commun, mais une passerelle. Nous sommes une passerelle, nous aidons ces personnes qui ne savent toujours pas lire, qui ne savent pas écrire, et qu'auparavant, c'était le patron qui s'occupait d'eux, et qu'aujourd'hui, arrivés à la retraite, ils sont complètement désœuvrés, ils ne savent pas comment faire. Voilà. Donc, nous les accompagnons. Donc, nous avons mis en place un pôle santé. Nous avons tous les lundis matins une gériatre et une cadre infirmière qui interviennent, qui s'occupent des vieux dossiers. Soit elles réactualisent les vieux dossiers, soit elles rentrent en contact et elles font un diagnostic par rapport à leur précarité actuelle, dernière. Sinon, nous avons aussi une juriste qui s'occupe de tout ce qui est problème de la CARSAT et de la CAF avec le droit de sortie de territoire, les contrôles qui se font de plus en plus présents. Nous serons bientôt auditionnés par la mission de M. Bartolone. Nous avons mis en place aussi une juriste qui, elle, un peu écrivain public, elle reçoit tous les jours. Et nous avons l'ASFAM qui intervient chez nous en permanence, une permanence tous les mardis, une fois par semaine, pour tout ce qui est dossier de naturalisation et les renouvellements des cartes de séjour. Nous avons aussi dans le pôle santé des interventions, tables rondes, infos, prévention, par un anthropologue et travailleur à ALS, M. Omar Alouche. Voilà. Sinon, quoi dire d'autre ? Dire que de toute façon, aujourd'hui, c'est vrai que la précarité, elle touche tout le monde, que ce soit les personnes retraitées migrantes, mais même les personnes âgées françaises, parce que aujourd'hui, les gens, énormément de retraités vivent en dessous du montant nécessaire pour vivre. Et ça, il faut comprendre que la personne âgée, elle se trouve souvent dans la difficulté parce que la CARSAT aussi, parfois, ne met pas en place des outils appropriés. La personne est âgée et en plus, on vous met téléphone avec le répondeur, donc la personne, elle l'entend mal, donc elle n'arrive plus, au bout de 5 minutes de répondeur, elle finit par accrocher. Quand elle se présente à la CARSAT, on lui dit négatif, madame, il faut bien taper le 3960 et reprendre rendez-vous parce que nous, ici, maintenant, on ne peut plus vous recevoir. Donc voilà. Et du coup, même si les personnes ont envie de faire un pas en avant pour avancer toutes seules, elles n'y arrivent pas. Obstacle total. Et la CAF, c'est pareil aussi pour les aides des allocations. Voilà. Sinon, je vais passer un petit peu rapidement le micro à notre cadre bénévole, infirmière. Je vais essayer d'être brève en fait, parce que Mounira vous a dit beaucoup de choses. En fait, j'interviens avec une gériatre qui s'appelle Nassira Verspiren, qui intervient bénévolement, et moi-même en tant qu'infirmière bénévole. Donc, sans rentrer dans les détails, on s'est retrouvés en face d'une problématique très importante, en face d'une précarité de personnes d'origine migrante, illettrées, qui avaient des dossiers à régler, à reprendre, à finir, en tous les cas, à essayer de s'occuper d'eux, de les orienter. Donc, on a essayé de faire tout un travail de lien. Je tiens à préciser qu'on ne vient pas se substituer à toutes les structures de soins qui existent aujourd'hui, qu'elles soient hôpital ou services de soins à domicile et puis d'autres. On vient simplement faire un lien. Donc, on a commencé un travail à Lyon de lien avec toutes ces partenaires qui sont certains hôpitaux de Lyon et beaucoup de médecins généralistes. Tous sont assez éblouis et séduits par nos propositions parce que ça leur permet de mettre un diagnostic là où il y a besoin d'en mettre un parce qu'ils n'avaient pas compris forcément ce que disait le migrant qui venait pour une consultation. Donc notre travail nous prend beaucoup de temps.
Je tiens aussi à préciser que dans une société comme la France, où on a quand même tous les avantages pour pouvoir se soigner, on se retrouve dans une précarité totale, celle des migrants et celle, je dirais, des personnes âgées. Parce qu'on a aussi des personnes, comme Mounira les appelle les Gaulois, moi je dirais de souche française, qui sont aussi perdues dans des structures de soins parce qu'elles n'ont pas les moyens, parce qu'elles ne connaissent pas les ficelles, parce que, vous l'avez vous-même dit, les rendez-vous c'est dans 1 an, dans 2 mois, dans 3 mois. Et puis en attendant, écoutez, il se passe plein de choses. Donc voilà, je pense que je vais laisser la parole aux autres parce que sinon on aurait plein de choses à dire. Merci beaucoup. Je vais continuer mes allers-retours comme ça permanents, donc pour équilibrer la table. Donc je vais donner la parole à la CARSAT, en tout cas à ses représentants, et puis on fera donc avec la même consigne d'essayer d'être le plus complet possible dans le moins de temps possible. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Pierre Jass, assistant social à la CARSAT dans le département de la Loire, et nous intervenons au sein de notre service social. Une de nos missions principales est bien l'accès aux soins des publics les plus démunis et en situation de précarité. Donc on a 2 axes principaux d'intervention qui sont une démarche un peu proactive où on envoie des offres de services à des gens qui ne font pas valoir certains droits. Notamment, on a parlé ce matin du dispositif de la couverture maladie universelle, mais il existe aussi d'autres dispositifs, légaux ou extra-légaux, qui permettent de favoriser l'accès aux soins. J'entends par là l'accès à l'adhésion à une complémentaire santé qui aujourd'hui est prépondérante pour pouvoir accéder aux soins aussi. Donc nous envoyons des offres de services à des gens qui ont un droit mais qui ne le font pas valoir malheureusement. Donc on travaille en partenariat avec la Caisse primaire d'assurance maladie pour pouvoir rentrer en contact avec ces publics-là et faciliter leur accès aux droits. On intervient aussi dans la décomplexification de tous ces dispositifs-là, instruire un dossier de CMU, instruire un dossier d'aide à la complémentaire santé, choisir une mutuelle. Ce sont des choses qui sont très difficiles pour les assurés qui sont en situation de précarité économique, sociale et autres, malheureusement. Donc ce sont nos 2 axes principaux d'intervention. Et on travaille aussi bien évidemment en partenariat avec les structures associatives, notamment le foyer de la Bâtie à Montrénaud par le biais de parcours prévention santé qui sont destinés à des publics spécifiques qui peuvent s'assimiler au public que vous pouvez aussi accueillir. Et on travaille dans une démarche, ce qu'on appelle de l'aller vers, pour justement, au travers de groupes d'échange, faciliter l'accès aux soins. Ça passe par des ateliers nutrition, des permanences pour faciliter l'instruction des dossiers. Voici un portrait, je vous ai brossé un portrait un peu global de ce qu'on peut faire nous à la CARSAT, où on est un petit peu estampillé effectivement comme le service social de l'assurance maladie. À savoir que la CARSAT, c'est quand même l'assurance retraite. Je ne vais pas expliquer tout en détail, c'est un petit peu compliqué, les organismes de sécurité sociale. C'est compliqué pour les gens, mais c'est aussi des moments compliqués pour les institutionnels aussi. Donc on essaye d'œuvrer avec certaines effectivement, contraintes institutionnelles pour décomplexifier tout ça et faciliter l'accès aux soins des publics les plus précaires. Merci beaucoup. Une autre facette de ce travail d'accompagnement, de ce travail social sur Saint-Étienne, bien connu, la mission locale, avec Daniel. Je te laisse le micro. Bonjour à tous, donc Danielle Rodriguez, je suis conseillère et chargée de projet à la mission locale de Saint-Étienne. Donc moi je voulais vous parler de l'accompagnement des jeunes et surtout le volet santé qu'on a intégré depuis pas mal d'années dans notre accompagnement. Pour nous la santé et le parcours, la santé est un moyen de réussir son parcours d'insertion sociale et professionnelle. Et du coup, la santé, elle est présente à l'accueil, elle est présente dans les bureaux de conseillers. Elle est présente parce qu'on est aussi investi sur l'accès aux droits et notamment dans le cadre des parcours d'accompagnement renforcés où on fait l'ouverture des droits des jeunes à la sécurité sociale.
Voilà, donc on a une permanence sociale aussi où, quand il y a conflit avec les services d'accès aux droits, la collègue fait le relais. On sait combien il est difficile pour un jeune de réunir les papiers nécessaires à l'ouverture de ses droits. Et du coup, nous, cet accompagnement, on le met en place très régulièrement et on suit dans ce parcours-là les jeunes les plus en difficulté. Donc là, c'est la partie, on va dire, accès aux droits. On a, tout au long de l'année, beaucoup d'actions de prévention. Ça, c'est en permanence, c'est tout le temps, où on va avoir des ateliers autour de l'alimentation, des séances de vaccination en direct, et notamment pour les jeunes qui partent en saison. Hein, on a beaucoup de saisonniers, et les saisonniers, souvent, au niveau de la santé, parce qu'ils partent 6 mois et reviennent, ils ont une situation de précarité. Ils ont besoin quelque part, qu'on leur amène ce service-là chez nous, à la mission locale, pour qu'ils fassent le nécessaire. Donc c'est vrai que la proximité et les services de la ville qui viennent chez nous pour les vaccinations, ça permet de mobiliser plus facilement le public. Voilà, je voulais aussi rajouter tout le travail avec le centre d'examen de santé, la CPAM. Chaque année, on a à peu près 200 jeunes qui acceptent d'aller passer un bilan de santé. C'est-à-dire qui acceptent à un moment donné de faire le point, comme on fait le point sur ses connaissances professionnelles, ses connaissances scolaires, faire le point où j'en suis de ma santé. Et du coup, d'avoir, soit d'être rassuré complètement, parce qu'on a des jeunes qui nous disent « Ouf, ça va très bien ». Puis d'autres, ils disent « J'ai un petit souci ». Mais du coup, voilà, ils vont embrayer sur un lien avec leur médecin traitant, s'ils en ont en tout cas. On leur demande d'en désigner un et de poursuivre les soins. Donc on est vraiment investi avec les jeunes sur ce domaine-là. Reste que c'est un travail quotidien, parce qu'à la mission locale, on vient d'abord chercher du travail et de la formation, et que la santé, c'est quelque chose qui est répété beaucoup, qui est visualisé, la prise de rendez-vous, ils tournent leurs documents de prise de rendez-vous, on parle de santé. Comme on parle, vous faites le point sur vos capacités professionnelles. À un moment donné, c'est bien aussi de faire le point sur sa santé. Voilà. Donc ça, je voulais beaucoup insister là-dessus. Et puis, là où nous, on souhaiterait, en tout cas mission locale, pouvoir faire évoluer les choses, c'est sur l'accès à la mutuelle. Puisqu'actuellement, sur les jeunes qu'on reçoit, on a fait un petit sondage informatique et on a vu que la couverture sociale de base, elle y est. Par contre, la mutuelle, c'est complètement absent. Et c'est absent dans la tête des jeunes, parce qu'effectivement, c'est quelque chose, ça ne leur parle pas. Et voilà, il y a des mutuelles qui font des tarifs jeunes, des tarifs donc à peu près 15 € par mois. Mais aujourd'hui, nos publics, nos précaires, ils n'ont pas ces 16 € par mois. Et quid d'un chèque mutuel qui permettrait déjà peut-être aux jeunes de savoir ce que c'est qu'une mutuelle, de pouvoir en bénéficier, et puis peut-être de rentrer dans une logique plus tard d'ouvrir eux-mêmes, de cotiser, de prendre une mutuelle voilà. Donc ça, c'est un truc, c'est un des points qui nous paraît important de développer l'accès facilité financièrement de la mutuelle pour les jeunes. Voilà, d'autant plus qu'on se retrouve, nous, en permanence sociale avec des jeunes qui ont des dettes d'hôpitaux, des dettes de soins, parce qu'il n'y a pas de complément, parce qu'ils doivent faire... voilà. Donc le renoncement aux soins, c'est aussi ça, c'est pas de mutuelle, pas de possibilité d'être prise en charge complètement. Merci Daniel. Merci à toi. On va continuer. Au Conseil général, il y a des travailleurs sociaux. Et ils font quoi, ces travailleurs sociaux au Conseil général, par rapport à cette question de la santé, des soins, et puis comment ils répondent à cet enjeu que constituent les renoncements, les refus, les discriminations, en tout cas les freins à l'accès aux soins. Qu'est-ce que vous faites, mesdames ? Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Alors, Pascal Brioude, je suis référente parcours service insertion du Conseil général. Je suis de formation assistante sociale. Alors, nous sommes dans un service particulier, ma collègue et moi, dans la mesure où nous accompagnons exclusivement du public bénéficiaire du RSA, donc du revenu de solidarité active. Bon, il s'agit d'un accompagnement sur les aspects sociaux et professionnels. Pour la plupart des bénéficiaires, la priorité reste l'accès à l'emploi, évidemment dans la perspective d'améliorer la situation financière.
Lors des premiers entretiens, en général, les problèmes de santé sont occultés et non évoqués, voire niés. Parce que les bénéficiaires, bien évidemment, craignent de pénaliser un éventuel accès à l'emploi. Nous sommes donc confrontés à un déni relatif aux problèmes de santé. Alors, on a choisi de vous donner des exemples concrets qui sont qui illustrent bien notre travail. Alors, par exemple, j'ai un exemple, monsieur, la cinquantaine, avec un passé professionnel, des périodes de travail et des périodes de chômage, en CDD, des CDD, de l'intérim. Ce monsieur est atteint d'une affection grave nécessitant d'engager un lourd protocole de soins sur plusieurs mois. Eh bien, ce monsieur privilégiera sa reprise d'activité en CDD, donc dans un métier du bâtiment, donc un métier à forte pénibilité, et il choisira de reporter ses soins malgré l'avis de son médecin traitant et malgré les risques encourus. Il a fallu beaucoup de temps, il a fallu trouver un espace d'écoute, il a fallu créer une relation de confiance pour amener monsieur à engager le protocole de soins, rencontrer régulièrement son médecin traitant, et non pas 2 fois par an, déposer un dossier MDPH. Il a fallu 2 ans pour parvenir à l'amener à déposer un dossier MDPH avec une demande de reconnaissance de travailleur handicapé et une orientation professionnelle. Et dans un troisième temps, nous travaillons sur l'engagement d'une démarche de soins auprès d'un médecin psychiatre. Et nous n'y sommes pas parvenus à ce jour. La difficulté, c'est que pour les bénéficiaires que nous rencontrons, le travail représente une valeur, une place dans la société. Et ils ont la plupart du temps perdu la voie de l'emploi. Donc les problèmes de santé ne représentent en aucun cas une priorité pour la plupart des personnes que nous rencontrons. Qu'est-ce que l'accompagnement? Il a nécessité du temps, le respect du rythme de la personne. Il demande aussi des relations partenariales, des liens réguliers avec les médecins, avec les différents organismes. Là, c'était la MDPH. Ce peut être tout simplement vérifier que la personne ait bien sa CMU à jour. Ça nécessite de recommencer parfois, de proposer une démarche, d'amener la personne à la démarche, et la personne peut effectivement rompre les soins engagés ou les rendez-vous, par exemple, avec Interface ou Lift, donc des organismes avec lesquels nous travaillons. Ce que nous avons peut-être à développer, c'est des liens privilégiés avec certains organismes. Je pense à la Caisse primaire d'assurance maladie, avec laquelle nous passons par le 3960 comme toutes les personnes. 3646, pardon. Ce qui est important pour nous, c'est effectivement de pouvoir établir des liens privilégiés avec des interlocuteurs repérés dans les différentes administrations. Voilà, je vais passer la parole à ma collègue, Madame Porte-Latine. Bon, je vais essayer d'être très rapide. J'avais choisi de donner un exemple. Je pense que je vais faire autrement, en fait. Je vais rebondir un petit peu sur ce qu'a pu dire Pascal. En effet, donc au service insertion, on traite de l'insertion. Mais l'insertion, c'est pas que par l'emploi. En effet, c'est le premier discours la première réelle demande des personnes. La grosse difficulté, en effet, puisqu'on est sur la thématique santé, c'est de faire prendre conscience aux personnes que ça peut être un frein pour un retour à l'emploi. On sait qu'on ne parle pas de sa santé cash dès le premier rencontre. Il faut établir une relation de confiance, certes. Mais les gens sont souvent en effet dans le déni, soit ils sous-estiment leur problématique santé. Pour ce qui est une problématique physique, j'allais dire, on a au moins le relais avec le médecin généraliste. Moi, ma grosse difficulté, c'est quand même les pathologies plus psychologiques, voire psychiatriques, où là, malheureusement, en 10 années dont je m'occupe, ça fait 10 ans déjà que je m'occupe de ce type de public, où la problématique est de plus en plus importante.
ma réelle question, c'est de se dire, quand on prend le temps de discuter avec les gens, qu'on essaye de leur faire cracher un petit peu le venin et leur mal-être, notre difficulté en tant que travailleur social, c'est qu'après, on se substitue. Alors, j'ai pas du tout prétention à être psychiatre ou psychologue. En tout cas, c'est ce qui nous est renvoyé. Dès qu'on leur dit qu'il serait important de faire le lien avec un professionnel, très souvent, je pense qu'on nous dit, pas besoin, je vous parle à vous. Donc, c'est le côté un petit peu, l'état limite à pas franchir et puis réussir à faire le lien à temps. Simplement pour conclure, je dirais juste que c'est important que l'ensemble des partenaires et de notre institution prennent conscience que la santé est un réel frein et qu'il faut du temps pour aborder ça avec les gens. Merci beaucoup. Je laisse la parole maintenant à une autre association qui a affaire à ces questions-là. Il s'agit de l'association familiale protestante, et en l'occurrence Annie. Bonjour, Annie Andria, déléguée à l'action familiale à l'association familiale protestante. Une association qui a un peu plus de 60 ans maintenant, puisqu'elle a été créée en 1943 et qui est ouverte à tous et qui comprend 5 services. Un centre d'hébergement et de réinsertion sociale avec 30 places, un secteur familial qui propose des activités aux familles et des actions en direction des personnes pour soutenir à être parent, la parentalité et l'aide alimentaire. Un service d'accompagnement vers et dans le logement et un service d'intermédiation locative et un service d'urgence. Pour accompagner les personnes, le public que l'on accueille dans ces différents services, ça fait partie d'un accompagnement global, donc la santé en fait partie. Et nous avons par exemple mis en place une action transversale donc pour nos 5 services qui sont des ateliers estime de soi. Des ateliers qui ont pour objectif de restaurer l'image des femmes, l'image d'elles-mêmes, qui aident les femmes à prendre du temps pour elles, à prendre soin d'elles et également à rompre l'isolement. Ces ateliers sont déclinés par des ateliers chez l'esthéticienne, des visites chez l'esthéticienne, des ateliers maquillage, du relooking, la customisation de vêtements, des soins des ongles, ce qu'on a exposé justement à l'extérieur là, coiffure, hammam, voilà, donc un petit peu ces ateliers. Et les différents intervenants ont pour mission de voir un petit peu tout ce qui peut aider à ça, et en particulier l'hygiène, voir au niveau de la santé s'il y a besoin de choses particulières. Autre action, les ateliers cuisine, les ateliers diététiques qu'on a fait en partenariat avec la Ligue contre le cancer, le Secours populaire, la ferme au quartier et l'AFP. Donc pour, comme leur nom l'indique, bien manger à petit prix, l'équilibre alimentaire et équilibre budgétaire. Dernièrement, il n'y a pas très longtemps, on a profité d'une rencontre entre la Ligue contre le cancer et justement les centres de santé pour orienter des personnes pour faire un bilan de santé. Voilà, je peux dire à ce propos-là. Merci Annie. Et nous avons également la possibilité d'avoir une autre approche avec des publics peut-être un peu spécifiques aussi. Je vous laisse vous présenter, je vous laisse la parole. Bonjour, donc je suis Carole Devin, infirmière au Centre Rimbaud et plus spécifiquement sur l'équipe de rue du Centre Rimbaud.
Donc c'est une équipe de rue qui travaille en complémentarité avec le SAMU social, l'équipe mobile de rue de l'association Renaître. Donc nous, notre objectif, c'est l'accès aux soins, dans l'idée du soin prendre soin, donc qui passe par le soin santé, bien entendu, mais avec aussi tous les aspects, l'idée de la mise à l'abri, de l'hébergement, de l'accès aux droits communs, etc. Donc notre démarche à nous, c'est l'aller vers. Donc on est une équipe de rue et on est dans cette démarche d'aller vers les personnes, à la rencontre de ces personnes là où elles sont. Donc je pense à des lieux publics, la rue, les places, et puis surtout là où elles en sont en fait. Elles en sont dans leur vie, dans leur envie et dans leurs besoins. Donc notre idée, notre démarche, c'est vraiment dans cet accès aux soins, c'est d'être côte à côte de la personne là où elle en est. Donc avec cette idée justement de créer d'abord un lien, donc la relation elle est importante, être repéré dans la rue et être repérant. Et puis après de rentrer en relation avec ces personnes, donc en situation de grande précarité, je ne vais pas revenir dessus, on en a suffisamment parlé ce matin, qui sont en renoncement de soins, qui ont vécu beaucoup de choses traumatisantes en lien avec le soin, que ce soit à l'hôpital ou dans leur quotidien au niveau de la société et de l'image qu'ils peuvent renvoyer à certaines personnes. Donc cette idée de lien, de confiance, et puis aussi vraiment ce qui est important nous dans la démarche d'accompagnement de soins de ce public-là, c'est cette idée de non-jugement, voilà, de la personne dans un regard qui n'est pas critique mais simplement bienveillant au maximum. Voilà, donc ça se passe par des maraudes qu'on fait dans la rue, on en fait 2-3 par semaine. Donc en fait nos moyens d'action, j'ai oublié de vous le dire, donc je me suis présentée, je suis infirmière et on travaille en binôme, donc c'est un binôme infirmière-éducateur, voilà, dans cette idée d'accompagnement aux soins global et sur un aspect social et aussi sanitaire. Donc, comme je vous disais, on fait des maraudes pour être dans cette notion d'aller vers. Et puis, on a aussi des journées d'accueil sur notre centre, place de l'Hôtel de Ville, le centre Rimbaud, qui est un accueil à bas seuil d'exigence ou à haut seuil de tolérance, c'est comme on veut le voir, voilà, où les gens peuvent venir simplement sans demande spécifique, se poser, se mettre à l'abri, et puis être encore dans une idée de lien pour aller dans une idée de prendre soin. Et puis on a aussi donc beaucoup de temps d'accompagnement, parce qu'une fois un peu que le lien est créé, qu'on arrive à repérer quels peuvent être les besoins de la personne et faire émerger éventuellement des demandes, on s'est rendu compte de l'importance d'être dans un accompagnement physique. Je pense donc à tout ce qui est les démarches de droit commun, la CPM, la CAF pour certaines demandes, la mission locale pour un certain public qu'on trouve d'ailleurs de plus en plus nombreux, les jeunes de moins de 25 ans. Et puis, bien entendu, aussi l'accompagnement à la passe, l'accompagnement chez le médecin, chez le dentiste, etc. Donc, on voit que être présent, ça permet un peu de dynamiser les choses, de rendre aussi plus facile les démarches et cet accès au prendre soin. Et puis aussi, on a aussi parfois ce rôle de tampon, de faire une sorte de médiation entre la personne qui a du mal à faire elle-même ses démarches et puis la personne qui va la recevoir, avec des fois pas mal d'incompréhension, de problèmes de communication, de représentation. Donc là, on est là un petit peu, des fois, pour dédramatiser les situations et faire que la communication puisse être possible entre la personne qui a du mal à faire ses démarches et une personne d'une institution qui le reçoit. Voilà. Donc ce travail d'accompagnement dans le soin, il n'est pas possible sans, bien entendu, un grand travail de partenariat. Donc on voit bien, là je parle de tous les champs, le sanitaire, le social, etc., l'insertion. Et c'est vrai qu'on travaille en fort partenariat. Donc je vous parlais de Renaître, notamment le SAMU social, le 115, la passe, toute une liste aussi de médecins de ville qui sont quand même sensibles aussi à recevoir ce public-là. Interface aussi, le service d'accès aux soins psychiatriques du CHU. Voilà, donc sur des situations un peu des fois complexes où les personnes sont vraiment loin de leurs droits communs, on bosse vraiment en partenariat tous ensemble pour faire un maillage le plus pertinent possible pour accompagner la personne en fonction de ses besoins. Voilà. Merci. Ah ben voilà, c'est le patio des aînés a oublié de parler de quelque chose de très important. Voilà, donc
Donc, je voulais juste revenir sur le patio des aînés parce que depuis un an, on a ouvert une épicerie solidaire sur le quartier de la Guillotière. Et cette épicerie solidaire, donc, elle intervient pour toutes les familles, quelles que soient les origines, les familles monoparentales, les personnes âgées qui sont dans la précarité, les étudiants, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiants qui vivent une grande précarité. Et ça leur permet donc de bien manger pour peu cher. Ça, c'est vrai, puisque l'épicerie, c'est un petit magasin et chacun se sert selon son désir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lot déjà tout prêt. C'est chacun prend son petit panier et achète à 50 centimes 1 euro. Et c'est quelque chose d'extraordinaire parce que depuis, ils appellent ça leur petit magasin et ça permet de permettre à des familles de pouvoir apporter des moments plus agréables aussi avec leurs enfants le soir. Moi, j'ai une maman, elle me dit maintenant, en prenant des repas déjà tout prêts, ça me permet de garder plus longtemps ma petite fille avec moi, jouer avec elle, alors qu'auparavant, je rentrais du travail, j'avais pas le temps, voilà. Et là, voilà, donc ça leur permet de mieux vivre et c'est important. Bien, les différentes interventions ont généré un certain nombre de questions qui sont... Alors, j'ai une question en deux étapes, donc 2 questions finalement. La première, comment se fait-il qu'aujourd'hui, le délai moyen de rendez-vous pour voir un spécialiste, ophtalmo par exemple, soit parfois d'1 an? Comment et qu'est-ce qui est fait à l'heure actuelle pour régler cette difficulté d'accès aux soins plus que grandissante? Mesdames et messieurs, je laisse cette question à votre sagacité. Et une deuxième question, se dirige-t-on vers des glissements des tâches effectuées par les médecins vers d'autres acteurs de la santé, les opticiens, les infirmiers, etc. Aujourd'hui même, certains généralistes de régions attrayantes, alors je ne sais pas si la personne a un contentieux avec la Corrèze, parce que régions attrayantes, donc différentes de la Corrèze, se sentent dépassées. Voilà. Ben oui, mais je pense que c'est... Oui, mais je pense qu'on est là, le fait que les choses maturent petit à petit, peut-être qu'une question qu'on n'a pas prise ce matin, qu'on aurait dû prendre. On peut y répondre. Ah, je sens que vous voulez y répondre. Écoutez, ça n'engage que moi, mais je ne sais pas s'il y a des médecins ici, mais on pourra peut-être répondre que il faut savoir que les médecins sont en manque. On va les chercher actuellement à l'étranger parce qu'il n'y en a plus sur le marché. Alors, les ophtalmos, il n'y en a plus. Des dentistes, je ne sais pas, je ne connais pas du tout. Mais les médecins généralistes manquent énormément dans toutes les villes de France, puisque je ne sais pas si vous en avez entendu parler récemment, on proposait même aux médecins d'aller en campagne, et puis après, je vais peut-être raconter des bêtises, en leur offrant une prime ou je ne sais quoi. Un logement. Donc, si vous voulez, il y a crise. Donc, forcément, les rendez-vous, il n'y en a plus, on peut pas. Et puis, les infirmières, c'est pareil. Il faut savoir qu'on est en crise. On a été soumis à des quotas il y a quelques années. Aujourd'hui, les quotas, ils sont encore là. Et en même temps, écoutez, la profession n'attrait pas beaucoup de gens non plus. La plupart des stagiaires, on a quand même 10% d'abandon en première année, ce qui n'est pas rien. Et puis après, écoutez, s'il y a des experts dans la salle, qu'ils y répondent. Merci, Madame Sagna. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire ? Si ce n'est qu'en 3 mots, j'ai fait état tout à l'heure des problèmes de désertification médicale, c'est une réalité. Après, qu'il y ait des départements plus attractifs que d'autres, ça aussi, c'est une réalité. J'ai rien contre la Corrèze, c'est très bien la Corrèze. Mais voilà, il faut pouvoir y vivre. Je crois qu'il y a tout un débat qui s'est mis en place. Alors, au niveau national, nous, on a essayé à une toute petite échelle, au niveau local aussi, parce que sur la Loire, je le disais aussi, on a des zones où on n'a personne. Pourtant, il y a des réflexions autour des maisons médicales qui permettent aussi à des professionnels de se regrouper, que ce soit kinés, médecins ou autres, mais on en pâtit aussi. Alors après, il y a la question des clauses numerus clausus au niveau des médecins. Nous-mêmes, à l'intérieur de notre propre institution, je me tourne vers mes collègues, on est dans une grande difficulté pour recruter des médecins. Voilà, j'ai pas forcément de réponse sur le délai d'1 an d'ophtalmo. Je crois que c'est des questions qu'il faut aussi poser à l'ARS. Voilà, je pense que là-dessus, c'est aussi une vraie difficulté d'accès aux soins. Et là, pour le coup, pas
forcément pour des populations précaires. Hein. Pour tout le monde, il est très difficile de trouver un pédiatre, par exemple. Voilà. J'ai pas de réponse, je ne fais que des constats. On a essayé, nous, au niveau du CG, d'initier un peu une réflexion là-dessus, sur la question des maisons médicales, qui est peut-être une opportunité, parce que quand des professionnels se regroupent, c'est peut-être plus facile. Mais il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, il y a des contraintes qui ne sont plus acceptées, je pense, par des jeunes professionnels, notamment. Je vais me faire laminer par les médecins, mais sur la question des gardes, sur la question, voilà, il y a aussi toute une recherche de qualité de vie. Merci. D'autres questions qui nous sont parvenues. Donc comment, alors là c'est une question qui va faire plaisir aux assos parce que c'est le petit grain qui va leur montrer qu'on s'occupe d'eux, on se préoccupe d'eux. Comment sont financées les associations présentes et comment les adhérents sont informés de votre existence. Alors, mesdames et messieurs des associations, comment vous êtes financés ? Vous avez assez de sous, c'est bon ? Non, on n'a pas d'argent. Bon, je crois que la question contenait sa réponse. Je pense que... Voilà. On va... Alors, j'ai une autre question qui me paraît aussi peut-être humoristique, je ne sais pas. Service insertion du Conseil général et autres travailleurs sociaux. Et vos soins à vous, devant tant de situations qui doivent générer plein de points de suspension. Donc, il y a quelqu'un dans la salle qui se préoccupe, ou quelques-uns dans la salle qui se préoccupent de la santé de ceux qui se préoccupent de la santé des autres. Pardon ? C'est un peu blanche en fait. Vous voulez répondre à cette question ? Je sens que vous voulez y répondre. Allez-y. Non, je ne sais pas, c'est plus que comment doit-on prendre la question ? Est-ce qu'on se soucie de notre santé ou est-ce qu'on nous interpelle à nous dire est-ce que vous, on vous pose la question de votre santé en gros alors que vous vous souciez de celle des autres ? Je ne sais pas. La note va pas trop mal, sinon on changerait de boulot, mais en effet c'est épuisant. Après, les personnes quelquefois s'autorisent à nous interroger sur notre propre santé, ils ont le droit. Mais bon, alors voilà, je ne sais pas, je demanderai un peu plus de précision sur la question. Alors, il y a encore une question qui interpelle, alors là pour le coup la CARSAT. Concrètement, 2 points, est-ce que les assistantes sociales, donc vous êtes déjà, voilà, est-ce que les assistantes sociales de la CARSAT reçoivent les personnes qui ne peuvent pas remplir seules leur demande de CMU ? Ces personnes peuvent-elles prendre rendez-vous ? Les agents, alors là pour le coup ça s'adresse à CEPAM aussi, les agents de la CPAM qui remettent les dossiers, remplissent-ils des dossiers ? Alors moi je vais c'est bon. Je vais me permettre de pouvoir répondre sur le volet qui concerne donc le service social de la CARSAT, sachant que les organismes de sécurité sociale au nombre de 4 sont indépendants les uns des autres, assurance maladie, assurance retraite, recouvrement, l'URSSAF et allocation familiale. Bien évidemment que nous, lors de nos permanences et avec les publics que l'on accompagne, je vais insister sur ce terme-là, public que l'on accompagne, nous sommes amenés, dans le cadre de la décomplexification et dans le cadre de l'accès aux soins, à accompagner les gens dans la démarche d'effectuer une demande de couverture maladie universelle, d'aide à la complémentaire santé, mais aussi de solliciter des fonds sociaux mutuels, solliciter les dispositifs extra-légaux de la caisse primaire d'assurance maladie. Ce sont des aides financières destinées à lisser un petit peu l'effet de seuil que peuvent représenter tout simplement les plafonds de ressources à ne pas dépasser, donc sur lesquels on peut avoir une certaine marge d'autonomie. Après, nous, on conçoit notre intervention dans une logique de travail social, dans une logique d'accompagnement. En aucun cas, nous ne sommes des opérateurs de dispositifs et uniquement écrivains publics destinés au remplissage des dossiers. Donc, effectivement, il y a certaines contraintes institutionnelles qui font que nous ne pouvons pas être amenés à pouvoir accueillir tout le monde dans le cadre de l'instruction de ces demandes-là. Après, c'est vrai qu'on travaille aussi dans un objectif d'autonomisation des personnes, au-delà de leur spécificité.
spécificités. Donc il faut aussi savoir que ce ne sont pas toujours des formulaires qui sont très très complexes à remplir, sauf après bien évidemment public, on va dire particulier, mais il faut que ça s'inscrive pour nous dans le cadre d'un accompagnement ou dans le cadre d'une liaison avec d'autres partenaires associatifs, institutionnels. En aucun cas, nous, on pourra recevoir, j'aime pas ce terme-là, les demandes, entre guillemets, le tout venant, pour uniquement être affecté à remplir des dossiers de CMU ou d'aide à la complémentaire santé. Il y a une séparation des rôles entre l'instruction de la demande qui se fait par l'intermédiaire des services de la caisse primaire d'assurance maladie, qui met donc des moyens pour ce faire, et nous, dans le cadre de notre accompagnement social, on n'est pas des opérateurs de dispositifs. Très bien, merci. Mounira, tu voulais rajouter quelque chose? Oui. Je voulais seulement rappeler et dire que souvent, ce genre de documents, on les transmet aux personnes. Moi, par rapport à mon public, je parle bien, d'accord, de mon seul unique public à moi, eh bien, les personnes, elles nous reviennent avec des documents qu'il faut qu'on les remplisse, et après, elles repartent à nouveau vers la CARSAT. Mais en aucun cas, les agents de CARSAT... Voilà, ou même par rapport, il y a parfois aussi d'autres documents qui repartent parce que certaines personnes s'inquiètent par rapport à l'aide pour les personnes âgées non autonomes, vous savez, il y a des aides aussi, et c'est du soin, c'est des préventions, la perte d'autonomie, et généralement ce document, pareil, il faut qu'on le remplisse le dossier et après il repart vers vos services. Voilà. Il faut juste savoir que les organismes... Je me permettais de répondre à ça parce que il faut aussi savoir que les organismes de sécurité sociale sont donc financés et légiférés par le Parlement, la loi de finances tout simplement, et que c'est aussi une question de volonté politique de pouvoir mettre à disposition les moyens nécessaires pour accompagner tous les publics, aussi différents soient-ils, avec toutes leurs spécificités, pour pouvoir favoriser l'accès au maintien à domicile, aux soins et ainsi de suite. Donc nous, en tant que salariés de ces structures-là, on ne peut pas non plus... si carence il y a, je pense que carence il y a, on ne peut pas non plus pouvoir gommer tout ça, et on fait aussi, ma foi, avec nos moyens. Donc dans le cadre des accompagnements, pas de souci. Après, effectivement, à nous de se coordonner, il y a les institutions et il y a les hommes et les femmes qui les composent aussi pour aller des moments au-delà de nos prérogatives. Annie de l'association familiale protestante voulait également intervenir. Pas spécialement sur cette question, mais par rapport à deux questions qui ont été posées précédemment, j'aurais aimé apporter quelques éléments de réponse. La première, peut-être une question un peu posée maladroitement, sur la santé des personnes qui accompagnent. C'est pris en compte quand même dans notre pratique professionnelle. On assiste à des séances d'analyse professionnelle de la pratique qui nous permettent de poser souvent le malaise ou le mal-être qu'on peut avoir quand on reçoit des situations difficiles. Donc ces séances sont animées par une psychologue. Et en ce qui concerne le financement des associations, c'est quand même très important. Quand Madame Sagnard a dit tout à l'heure, on passe à la territorialisation, des actions, comment mettre tout ça en place sur le terrain. Les services d'hébergement et de logement à l'AFP ont des financements d'État, et les actions en faveur des familles, donc le secteur familial, a un financement de la caisse d'allocation familiale, du Conseil général, et les ateliers bien-être, les ateliers d'estime de soi sont soutenus dans le cadre des ateliers santé-ville, dans le cadre des contrats urbains de cohésion sociale, donc pour la politique de la ville. Merci. Encore une question qui était... Alors, deux questions, mais vous constaterez très facilement que ces questions relèvent plus de l'interpellation goguenarde, mais ou de l'indignation peut-être, je sais pas. Mais alors d'abord, la question, c'est quoi un quartier arabe? Parce qu'effectivement, c'est quoi un quartier arabe? Parce qu'on a évoqué tout à l'heure un quartier arabe à Lyon, et l'autre question, c'est de quoi parle-t-on quand on parle de migrants?
quand ce qualificatif cesse-t-il d'être donné à la personne en question? Bon, ça tombe bien, c'est deux questions qui sont posées à des Arabes. C'est quand qu'on arrête de parler de quartier arabe, ça n'existe pas. Après, tous nos excuses pour... en tous les cas, c'est pas moi qui l'emploie. Hein, mais nos personnes âgées, on va dire, nos vieux Chibani, s'attribuent des titres. Je vais vous donner un exemple précis. On a un quartier à Lyon qui s'appelle la Guillotière. Alors, on dit la place de Beau, la place du Pont. Elle s'appelle la place du Pont, mais on le dit la place de Beau. Et après, on dit, c'est notre quartier arabe. Et ouais, ils se regroupent. Ils se retrouvent pour rompre une espèce d'isolement parce que, voilà, mais ça n'a rien de péjoratif. C'est juste une invention de leur part. Et puis, bon, voilà, c'est leur quartier. On va peut-être le baptiser quartier arabe, un de ces quatre. Bien. On a eu quelques questions qui étaient posées comme je l'avais proposé ce matin sous forme de petits papiers. La deuxième question, une réponse est réclamée. Alors la deuxième question c'était quand est-ce, de quoi parle-t-on quand on parle de migrants? Quand ce qualificatif cesse-t-il d'être donné à la personne en question? Alors de quoi quand vous parlez de migrants, mesdames, vous parlez de qui? De quoi? Désolée pour tenir le crachoir. Quand on parle de migrants, quand on parle de migrants, effectivement, migrants, c'est très vaste. Moi, je suis pas une migrante, je suis pas une émigrée. Je suis née en France, je suis française avec des origines. Après, quand on dit migrants, c'est ceux d'ailleurs et d'ici. Alors, ils sont pas forcément maghrébins. Dans mon interprétation à moi, après, il y en a d'autres qui l'interprètent autrement. Le migrant, ça peut être le chinois, ça peut être peut-être pas l'espagnol, vous faites partie de l'Europe. Non, mais ils sont migrants aussi. Donc, pour moi, migrant, ça serait la définition que je vais donner, ça n'engage que moi, l'étranger qui vient d'ailleurs et qui est en France. Il y a aussi, après, voilà. Je suis désolée, il y a aussi, il y a aussi toute personne migrante, c'est toute personne qui est née dans un pays étranger et malgré qu'elle soit aussi française. C'est-à-dire une personne française, si elle est née en Algérie ou en Tunisie ou ailleurs, d'accord, elle restera aussi avec l'entête migrante toute sa vie. Alors, en fait, ce dont on parle, on est en train de faire une argutie un peu lexicale, mais en fait, ce dont on parle, c'est d'un langage populaire. C'est un langage populaire, ce qui va me permettre de donner la parole au secours populaire. Merci, bonjour. Marie-Claude, voilà, je suis bénévole au Secours populaire. Et comme ça, c'est bon ? Plus près, voilà, comme ça. C'est bon là ? Donc je suis bénévole au Secours populaire, surtout référente du réseau santé, qui a été créé en 2010 par le Secours populaire. Tout le monde sait que le Secours populaire, c'est une association pour aider les gens en précarité. Dans un premier temps, ils viennent surtout chercher une aide alimentaire et une aide financière. Et puis en 2010, l'association au point de vue national a voulu créer des réseaux santé dans les différentes associations et dans les différentes antennes dans les lieux. Donc pour Saint-Étienne, on est 2 bénévoles. Infirmières, donc on reçoit des gens qui viennent surtout pour des demandes justement de CMU, parce qu'ils ne savent pas remplir leurs papiers tout simplement, ou des prises de rendez-vous. Vraiment, alors c'est l'essentiel de notre travail, c'est des prises de rendez-vous chez le dentiste ou l'ophtalmo. Des fois chercher une mutuelle avec eux parce qu'on se rend compte à l'accueil qu'ils payent trop cher. Voilà, c'est surtout un travail d'écoute. On a aussi des mamans qui arrivent, des jeunes mamans dépourvues avec 2 ou 3 enfants et qui n'ont rien. Donc ils viennent chercher à la fois des vêtements, de l'alimentaire et après on passe à la santé. Voilà. Et le Secours populaire a aussi... par le Conseil général des gens en réinsertion. Donc, on s'occupe aussi un petit peu de ces gens-là et on les aide
on les oriente un petit peu pour avoir l'examen annuel de la CPAM. Voilà notre travail. Et puis comme la santé, ça passe aussi par les loisirs, eh ben, on inscrit des gens pour les enfants en colonie de vacances et les parents en vacances familiales. Et puis une grande journée qui est la journée des oubliés des vacances, qui est très importante. Bon, ben, c'est des gens qui partent pas du tout et vraiment c'est un jour extraordinaire où là, alors là, personne n'est malade. Une très bonne journée. Voilà. Merci. Alors décidément, on a des questions qui sont récurrentes. Peut-être que le sujet devrait être modifié pour la journée. Alors il faudrait aller au-delà des apparences. Les personnes immigrées portent un masque pour réconforter les perceptions, pour s'intégrer moins difficilement. Par exemple, même ici, les concernés s'en proclament dire Shibani, c'est très important car ça signifie être sénile. Je n'ai pas très bien compris la question. Ah non, c'est très irrespectueux car ça signifie être sénile. Dire Shibani. Le mot shibani vient du mot cheveux blancs en arabe, d'accord. Shape, c'est le cheveux blancs. Et cheveux blancs, je suis désolée, ça ne veut pas dire sénile. Parce que quand on est poivre sel, si on est sénile à 40 ans ou à 45 ans ou à 50 ans, c'est dommage quand même. Hein. Poivre et sel, c'est pas sénile.